des Libertés, bonsoir. Excellente semaine du 17 mars 2025 sur la terre des hommes. Soyez salués, où que vous soyez à travers le monde. Soyez salués à travers le continent natal de l'homme. Soyez salués à travers les diasporas africaines. Soyez bénis. De l'adversité et ton ami devient ennemi. Nouvelle d'Afrique en ce début de semaine du 17 mars 2025. Tout est possible for godly men. Tout est possible. C'est Bengi Jami qui chante Godly Man, l'homme divin. Et à Marie-Madeleine Tanga Meira Wamanke. Tout est possible for godly men. Tout est possible for godly men. Tout est possible for godly men. Donnez l'émission à notre peuple, n'ayez pas peur. Oublie tes soucis, viens danser avec nous. On va danser, on va chanter la rumba. On va chanter, on va danser. Soyez salués en Amérique, en Europe, en Asie. Soyez salués dans les îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Soyez bénis. Félicitations à celles et ceux qui ont déjà commandé leur exemplaire de l'impérial terrorisme. Le livre dont on parle. Le livre qui fait le tour du monde. L'impérial terrorisme de Nyamsi ou Cameroun ou Africa. Puis la vie est une école. L'homme est un apprenti. Qui n'a pas encore donné l'émission autour de lui? Le quorum n'est pas atteint. Nous avons quelques bons travaux à soumettre à votre appréciation ce soir. Le festival des vérités crues est ouvert. La distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. Like a godly man. Far away from home. Far away from home. Tout est possible. For godly men. Tout est possible. For godly men. Tout est possible. For godly men. Tout est possible for godly men. Push, push, push. For godly men. Push, push. Far away from home. Mukenge wakambo. Mukenge wakambo. Jehovah Jireh. For godly men. Africaines, Africains, soyez salués. Amis européens, asiatiques, vous, nos amis américains de l'Afrique des libertés, où que vous soyez dans le monde, bienvenue à cette traversée panoramique de l'actualité du monde du point de vue de l'Afrique des libertés. Je choisis d'aborder ce soir 4 sujets d'actualité. Le premier, la décision qui vient de tomber aujourd'hui, 17 mars 2025, de la République du Niger de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie. Quelle est la portée de cette décision? Quelles sont les circonstances qui l'occasionnent? Et quelles sont les conséquences qu'il faut en tirer? Le deuxième sujet que nous aborderons, eh bien, dans cette émission, une fois de plus, c'est la signification profonde de la tactique et de la stratégie diplomatique tchadienne, consistant à accorder une audience qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à la chef du principal parti politique
de la République française, Madame Marine Le Pen. Certaines Africaines et certains Africains n'ont pas encore compris la portée de cette tactique et de cette stratégie diplomatique. Nous y reviendrons, car l'enseignement citoyen est notre mission. Le troisième sujet que nous aborderons dans cette émission, c'est l'amoncellement dans mon pays natal, le Cameroun, des preuves qu'il n'y aura pas, et il n'y aura pas, une fois de plus, une véritable élection présidentielle au Cameroun, parce que toutes les conditions de la tricherie, de la fraude, de la barbarie, de la violence et du mensonge typique du régime Biya sont réunies. Au point qu'on en est à une situation où le régime Biya lui-même ne défend plus l'élection, mais une frange de la population politique camerounaise se spécialise dans la défense d'une élection dont tout le monde sait pourtant qu'en réalité, depuis pratiquement la fin des années 50, elle n'a jamais eu lieu. Nous allons nous intéresser à l'amoncellement des preuves qu'il n'y aura pas, et il n'y aura pas une fois de plus, élection présidentielle au Cameroun. Quoi qu'on vous dise, il n'y aura pas, et il n'y a pas eu, depuis le temps de la colonie française, quelque chose qui mérite d'être appelé élection. J'avais élaboré l'expression de parodie électorale pour désigner ce qui se passe dans mon pays natal, mais je vais aller plus loin aujourd'hui. Je vais introduire le concept de pourrilection. La pourrilection, c'est-à-dire la pourrie élection ou l'élection pourrie. Le Cameroun est un modèle parfait de production de la pourrilection. Et voilà pourquoi j'inviterai le peuple camerounais à prendre conscience du fait que la clé de la victoire est en lui. C'est lui qui, par millions du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas, doit prendre le pouvoir. Et par la suite, à l'issue d'une transition politique consensuellement organisée, donner par délégation de façon transparente et équitable le pouvoir à des Camerounaises et à des Camerounais capables d'assumer le destin panafricain du Cameroun. Enfin, nous aborderons un dernier sujet dans cette émission. C'est le retour sur la fonction de la fameuse force dite de la CEDEAO. Les fameux 5000 hommes dont on nous a parlé et qui seraient tout d'un coup mobilisés urbi et orbi pour combattre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Nous allons montrer que loin d'être la finalité de ce machin de la CEDEAO, il faut au contraire considérer que les jours à venir vont voir se réorganiser le dispositif de déstabilisation du sous-continent africain à travers l'État islamique et Al-Qaïda, qui sont, comme on le sait, des branches avancées de mercenaires de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Ce que nous avons amplement démontré dans notre ouvrage, l'impérial terrorisme, forme actuelle de l'agression, impérialiste occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique, et preuves irréfutables de l'agression de l'OTAN en Afrique. Voilà le programme de cette émission, et nous allons le tenir de façon intrépide, avec votre soutien. Tout est possible, for God in it. 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 Dans ce que t'as, tu ressens un peu. Tu donnes beaucoup, tu ressens un peu. On se voit que par la monnaie. Le Niger, en cette journée historique du 17 mars 2025, vient d'annoncer son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Quels sont les mots utilisés par le gouvernement du Niger pour annoncer cette information? Eh bien, je voudrais citer les mots exacts utilisés par le gouvernement du Niger lorsque, précisément, il a donné au monde cette information. Je vais sur la page du CNSP du Niger et
je vous donne lecture du communiqué dont j'ai pris connaissance comme vous. Aujourd'hui même, 17 mars 2025. Le communiqué est signé de la République du Niger, ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, le secrétariat général. Niamey, le 17 mars 2025, le secrétaire général à mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et postes consulaires du Niger à l'extérieur. Objet, retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par note verbale numéro 003304 MAECNECABM en date du 7 mars 2025, le gouvernement nigérien a décidé souverainement du retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous saurai gré d'en informer vos juridictions respectives d'accréditation. Signé Monsieur Lawali Labo, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Voilà l'information telle qu'elle nous est donnée. Il y a donc tout d'un coup 3 questions qui doivent se poser. Qu'est-ce que c'est que l'OIF? Deuxièmement, pourquoi le Niger s'en retire-t-il? Troisièmement, quelles sont les conséquences de cette décision? L'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui rassemble en réalité la plupart des pays francophones du monde, anciennement colonies ou territoires sous tutelle française. La vocation formelle de cette organisation, c'est la promotion de la culture francophone, c'est-à-dire d'abord de la culture française à travers le monde, et par extension la défense d'idéaux considérés comme propres à la communauté francophone mondiale, idéaux de diversité et de métissage culturel, idéaux, nous dit-on, de démocratie, d'état de droit, idéaux de bonne gouvernance, de développement durable, bref, toute la bonne parole que l'Occident politique a prêchée ces dernières années dans le monde, notamment depuis le XXe siècle jusqu'à ce jour. Ça, ce sont les vœux, ce sont les objectifs idéaux de l'OIF. Mais dans la pratique, l'OIF a été conçu dans le cadre du dispositif d'influence de la puissance française, lorsque celle-ci a, sous la poussée des peuples, eh bien, concédé le processus de décolonisation, et quand elle l'a détourné de sa vocation souverainiste authentique, indépendantiste authentique, pour essayer d'en faire une décolonisation, eh bien, truquée, une décolonisation manquée, une décolonisation déviée, une décolonisation sous forme de recolonisation. La puissance coloniale française, devenant néocoloniale après les indépendances formelles, a mis en place un système qu'on appelle, grosso modo, le système de la France-Afrique. Occupation militaire, par conséquent, contrôle physique des régimes africains, issus des anciennes puissances, des anciens pays coloniaux et des anciens pays sous tutelle coloniale de la France. Domination économique, et notamment à travers l'outil monétaire du franc CFA, monnaie française utilisée pour maintenir les richesses africaines au plus bas prix et ainsi garantir la mainmise prioritaire de la France sur les richesses stratégiques d'une quinzaine de pays africains. Troisième élément important de l'influence française, l'imposition par des guerres, l'imposition par les coups d'État, l'imposition par des rébellions, l'imposition par l'intimidation et le harcèlement diplomatique de dirigeants indésirés par leur propre peuple, mais imposés depuis l'Élysée par messieurs de Gaulle et Foccart, à travers leurs nombreux hommes de main de ce qu'on appelle pendant longtemps le SDES et par la suite la DGSE. Quatrième élément important de la domination france-africaine, merveilleusement étudié par quelqu'un comme François-Xavier Verschave dans son grand livre « La France-Afrique, le plus long scandale de la République française », il y a donc la domination culturelle, le contrôle de la langue, le contrôle de la circulation des idées, le contrôle des prix littéraires,
des prix scientifiques, le contrôle, pour ainsi dire, de la circulation des concepts afin de s'assurer que les Africains accepteront de patauger dans l'évolutionnisme colonial, que les Africains accepteront de se soumettre ad vitam aeternam au statut de subalterne dans une hiérarchie du monde où, dès le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils sont tous assujettis à la plume de l'ancienne puissance coloniale, devenue puissance néocoloniale la France, avec son statut de penholder détenant ce qu'elle appelle pendant très longtemps son précaré, sa chasse gardée, africaine, ce qu'on appelle aujourd'hui le dispositif socle de la France en Afrique. Alors on a veillé, depuis les pseudo-indépendances des années 60, à imposer à la tête des pays d'Afrique d'expression officielle française, on a veillé à imposer autant que possible des élites corrompues, des élites opposées à l'indépendance, opposées au mouvement souverainiste, opposées au mouvement panafricaniste, opposées à la révolution africaine. Et pour cela, il fallait surveiller les idées. Cette surveillance des idées se faisait à travers, au minimum, 3 boucles. La première boucle, c'est la boucle médiatique. La vérité médiatique était estampillée à partir de Paris, par RFI, par France 24, par Jeune Afrique, par Le Monde, par l'AFP. Et c'est à partir de la place de Paris qu'était redistribué ce que médiatiquement on avait le droit de dire vers l'Afrique. Le plus court chemin entre les capitales africaines passait nécessairement par Paris, cela pendant plusieurs décennies, en termes d'information. Des journalistes faisant la une de l'actualité nationale en Afrique d'expression francophone, attendant que l'AFP publie les dépêches pour se servir et publier les dépêches au cœur de l'Afrique francophone. Le deuxième moyen d'influence intellectuelle, c'est donc l'Académie française et par extension toutes les organisations d'accompagnement, de surveillance et de promotion de la langue française. Il faut se souvenir que pendant la période coloniale et pendant la période néocoloniale, les Africains ont souffert de la répression linguistique. Ma génération, j'ai bientôt 53 ans, était encore fouettée à l'école pour avoir parlé ce qu'on appelait abusivement le patois, c'est-à-dire la langue de mes ancêtres. Quand je parlais ma langue maternelle, le Bassa, à l'école, le maître prenait le fouet pour me frapper. Et c'est ainsi pour pratiquement toutes les générations qui m'ont précédé. Autant sous la période coloniale française que sous la période coloniale allemande, que sous la période coloniale britannique, la langue nationale était réprimée dans l'espace colonial, dans l'espace néocolonial. Par conséquent, imposer le français aux Africains avait pour ambition d'imposer le référentiel moral, éthique, spirituel, imposer le référentiel de la métropole aux nouvelles républiques formellement du bout des lèvres décrétées indépendantes. On en profitait pour surveiller, bien sûr, la circulation des idées, c'est-à-dire pour distribuer les prix, qui c'est qui méritait le Goncourt qui ne le méritait pas, qui c'est qui méritait tel grand prix d'Afrique qui ne le méritait pas, qui c'est qui méritait le Renaudot, qui c'est qui ne le méritait pas, qui c'est qui méritait le Féminin, qui c'est qui ne le méritait pas, qui c'est qui méritait d'être promu à l'Académie française, qui c'est qui ne le méritait pas, qui c'est qui méritait la Légion d'honneur, qui c'est qui ne la méritait pas, etc., etc. On a organisé tout un système de gratification et de non-gratification ayant pour but de surveiller le mental des Africains à partir des médailles parisiennes. C'est en fait l'extension du thème du vieux nègre et de la médaille, traité magnifiquement dans le roman de Ferdinand Oyono, qu'on a répandu dans le monde de la culture. Un contrôle de la culture dans les pays d'expression française à partir du système des prix. Mais on allait plus loin, on a mis en place un contrôle diplomatique de la culture. L'Organisation internationale de la francophonie, ayant un impact sur les parlements, ayant un impact sur la conférence des ministres de l'éducation nationale de tous les pays francophones, ayant finalement en fait pour rôle de coordonner les activités de la communauté francophone mondiale, l'OIF a conservé la structure de l'empire colonial français. Mais c'était la forme culturelle de l'empire. Voilà la complexité de cette organisation
Pour ma part, je l'ai découverte dans toute sa couture, dans toutes ses dimensions les plus néfastes, à l'occasion d'une crise qui a éclaté après la démission de mon ami, frère et leader ivoirien, le président Guillaume Kibafori Soro, de la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Avant sa démission de la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro avait été élu vice-président de l'OIF et il était supposé passer à la tête de l'OIF. Selon les textes de l'OIF, quand on a été élu, quand on est éligible pour les fonctions de vice-président ou de président, on peut les exercer même quand on cesse d'être président du Parlement de son pays. Parce que le mandat international, eh bien, à la tête de l'OIF ou d'un organe de l'OIF court jusqu'à son terme. Peu importe la fonction que le parlementaire occupe à l'intérieur de son Parlement national. Ça, c'était les textes. Mais lorsque le président Guillaume Soro s'est opposé à la confiscation ad vitam aeternam du pouvoir de Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, tout d'un coup, les amis d'Alassane Draman Ouattara, chef mafieux, qui a été, il l'a dit lui-même, porté ipso facto, illico presto à la tête de la Côte d'Ivoire avec le soutien du colonialisme, du néocolonialisme français, ses amis français, à l'intérieur de l'OIF, ont décidé de piétiner le règlement et de ne pas respecter les droits que le règlement de l'OIF reconnaissait au député Guillaume Kibafori Soro. De le déchoir de ses droits dans l'OIF pour faire plaisir au satrape Ouattara. On a alors eu l'occasion de voir que l'OIF, en réalité, et ce n'était pas le premier scandale, était une prolongation de la barbouzerie france-africaine. Mais il y a eu pire. Alors que le Rwanda s'est retiré de l'Organisation internationale de la francophonie et a choisi la langue anglaise avec le Kinyarwanda, tout naturellement, comme étant ses langues officielles, contre toute forme de démocratie, de représentativité du Rwanda à l'intérieur de l'organisation, eh bien, la puissance française a imposé une Rwandaise à la tête du secrétariat général de l'OIF. Incroyable. Comment pouvait-on imposer à la tête de l'OIF une ressortissante d'un pays qui avait déposé sur le bord de la route la langue française pour adopter l'anglais en lieu et place et par ailleurs pour se focaliser sur sa langue nationale, le Kinyarwanda. Comment était-ce possible? Uniquement parce qu'on voulait faire plaisir à Kagame, en tant que Kagame est le bras armé de l'Occident pour piller le Congo. Donc voilà quelques faits qui très rapidement me permirent de comprendre que l'OIF souffrait de la même maladie que toutes les organisations de la France-Afrique. C'était une organisation travaillée par l'absence de démocratie, travaillée par des discriminations. C'était une organisation en réalité qui souffrait de toutes les maladies du système néocolonial français. D'où nous pouvons répondre à la question, mais pourquoi le Niger s'en va-t-il? Le Niger est dans une dynamique d'émancipation. Il est dans une dynamique de souveraineté. Il est dans une dynamique d'indépendance pleine. En effet, dans ces conditions, sa place ne peut plus être dans l'OIF. Parce que la vocation de l'OIF à polisser les idées, à polisser les prix, à décider de ce qui est bon à penser ou pas bon à penser pour toute la communauté des pays utilisant la langue française, cette position est clairement une position impériale. C'est une position encore coloniale et néocoloniale. Le Niger, à l'intérieur de l'Alliance des États du Sahel, dit non à cela. Sa décision est donc logique parce qu'elle correspond à des décisions équivalentes qui ont été prises sur le terrain de la sécurité et de la défense, qui ont été prises sur le terrain de la diplomatie internationale. Nous ne sommes pas surpris. Maintenant, nous pouvons répondre à la troisième question. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que le Niger a pris cette décision? Alors, d'abord, nous sommes habitués à savoir que les trois pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont une très grande convergence de lecture de leurs intérêts vitaux, de leurs partenaires stratégiques et de leur positionnement. Donc, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que la première conséquence à laquelle on s'attend, c'est la démission en cascade des autres pays de l'AES, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Car cela m'étonnerait que les raisons pour lesquelles le Niger a décidé de quitter
l'OIF ne soit pas valable pour le Mali et le Burkina. Voilà la première conséquence qu'on attend. La deuxième conséquence, elle renvoie vraiment à des aspects pratiques. L'OIF est une organisation qui, globalement, était fortement représentée dans la plupart des pays. Il va y avoir, de ce point de vue, à repenser entièrement l'occupation de plusieurs cadres nationaux qui travaillaient dans cette institution. Donc il va y avoir des conséquences économiques. Il va falloir se préparer à réaffecter des cadres, des diplomates culturels. Pas seulement du côté français, mais également, bien sûr, du côté africain et notamment du côté des pays de l'AES. Donc il va y avoir des conséquences économiques à tout ça. Il y a des sites institutionnels entiers qui vont fermer. Donc va se poser le problème de la réaffectation des cadres, de la réaffectation des personnels. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que je ne serais pas surpris que, après que l'AES se soit littéralement engagé dans le même chemin de manière convergente, comme le Niger l'a fait, je ne serais pas surpris que d'autres pays africains, même y compris des pays qui sont actuellement membres de la CEDEAO, ou plus amplement membres de l'Union africaine, eux aussi se retirent de cette organisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait le bilan de l'aide que cette organisation aurait apporté aux pays africains et de ce que l'Afrique a apporté à la France, on se rend compte que rien qu'en prenant le terrain purement économique, jusqu'à cet instant, les échanges économiques entre tous les pays africains d'expression officielle française, les échanges économiques des pays africains d'expression officielle française et de la France sont excédentaires pour la France, déficitaires pour l'Afrique, globalement. Dans son commerce avec la France, l'Afrique francophone est perdante. Donc, en fait, incontestablement, dans le mouvement historique de rééquilibrage des relations franco-africaines, il est inévitable que toutes les institutions qui ont contribué à entretenir cette asymétrie, ce déséquilibre, il est inévitable qu'elles disparaissent. Je peux donc vous dire, sans risque de me tromper, que plusieurs autres pays africains vont sortir dans les prochains jours de l'OIF. Il n'y a pas que bien, les pays de l'AES. Mieux, l'AES est dans une dynamique très puissante qui va également enclencher les autres dynamiques. C'est la sortie du franc CFA. C'est la fin du CFA en Afrique francophone. Lorsque la Confédération de l'Alliance des États du Sahel va porter l'estocade au franc CFA, ce ne sera plus qu'une question de mois, voire à peine d'années, pour les autres pays, que ce soit de la zone UEMOA, la zone ouest africaine ou de la zone d'Afrique centrale, pour mettre fin à cette aberration. Voilà les conséquences inévitables de la décision nigérienne. Et on pouvait s'y attendre, on peut s'y attendre. Tous les pays africains qui vont être gouvernés par d'authentiques panafricanistes révolutionnaires vont mettre fin à cette inféodation culturelle. Écrivez ça. Écrivez ça. Et sur ce point, c'est ce que je voulais clairement établir. Merci à celles et ceux qui l'ont compris. Godly men. Les dirigeants du Niger font preuve de ce qu'on appelle l'esprit logique, l'esprit de conséquence. Ils s'assument. Tout est possible, for Godly men. 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 I'm just doing my job. Je voudrais aborder maintenant un second sujet d'actualité et je voudrais qu'on reparte vraiment au Tchad. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a reçu il y a maintenant 48 heures Madame Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. À l'occasion de cette visite d'ailleurs, on a vu Madame Le Pen sortir de l'avion présidentiel de la République tchadienne. Tout d'un coup, se sont formés au minimum deux camps. Un camp qui dénonce la poursuite de la politique france-africaine et ce qui serait une contradiction avec la rupture récente des accords de défense et de coopération entre le Tchad et la France à l'initiative de la partie tchadienne, dirigée par le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno. Ceux donc qui crient à la trahison
de cet élan panafricaniste. Et puis d'autres qui, au contraire, appellent à la raison et à examiner la situation concrète, non seulement du Tchad contemporain, mais de la France. Je suis intervenu pour demander à l'opinion d'être attentive à la rationalité, à la logique et à l'intelligence tactique et stratégique déployée par le président tchadien dans cette affaire. Alors, je connais un certain nombre de papes, d'ayatollahs ou de signeurs de fatwa des réseaux sociaux qui aussitôt se sont précipités pour dire « Ah, voilà, c'est l'homme de Mohamed Kaka. Mohamed Kaka lui donne l'argent. Il a eu l'argent. Voilà, il soutient Kaka. » Non, je soutiens toujours ce que j'estime la vérité. Donc, je vais vous expliquer pourquoi le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a tout à fait eu raison d'accueillir Madame Le Pen. C'est de la grande diplomatie. Et ça va être bénéfique au Tchad. Je vais l'expliquer. Pour ceux qui veulent comprendre. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, bon, leur place n'est pas dans mes réseaux sociaux. Qu'ils aillent écouter ceux qui leur répètent sans cesse la même chose. Et qui jamais n'affrontent la difficulté du réel. Premièrement, au niveau du Tchad, notamment après l'assassinat de notre frère, regretté, Yaya Djilo Djeroumbéchi, le président Mahamat Idriss Déby Itno n'a plus d'adversaire de taille. Il a gagné toutes les élections. D'ailleurs, il a été félicité en cela par celui qui était un temps devenu son principal opposant, Succès Masra, que nous avons utilement appelé échec. Il a réussi à faire de celui qui a été devenu son principal opposant son premier ministre. Il a réussi à l'amener à montrer, par sa propension opportuniste, qu'il n'était pas digne de la confiance du peuple tchadien. Et une fois qu'il l'a vidé de sa substance, qu'il l'a vidé du reste de crédibilité qu'il pouvait avoir, Mahamat Idriss Déby Itno a déposé Succès Masra sur le banc de touche de la politique tchadienne sans bruit. Donc, du point de vue de toutes les familles politiques présentes au Tchad, il est désormais le président légal et légitime du Tchad. Cela est sorti de la bouche de Masra Succès lui-même, qui a dit qu'il reconnaissait les élections législatives après avoir boudé la présidentielle qu'il a fini par reconnaître. Mieux, je tiens à vous rappeler que le même monsieur Masra Succès avait prévenu quand il était Premier ministre qu'il avait entièrement confiance en l'organe électoral, qui s'appelle comme de juste au Tchad, l'ANGE, Agence nationale générale des élections. Masra Succès, alors Premier ministre de Mahamat Idriss Déby Itno, nous a dit ici publiquement que lui, il avait entière confiance en l'ANGE. Bon, l'ANGE lui a donc donné le résultat qui dit que il a perdu la présidentielle. Par la suite, l'ANGE a donné le résultat qui dit que, très bien, eh bien, Mahamat Idriss Déby Itno et son parti ont massivement, le MPS, ont massivement gagné les législatives. Donc, il n'y a plus de débat. À l'intérieur du Tchad, toutes les familles politiques présentes sur le terrain reconnaissent le maréchal Idriss Déby Itno comme étant le chef de l'État, président de la République. Alors, nous qui sommes placés à l'extérieur du Tchad et qui regardons la quasi-unanimité des classes, des figures de la classe politique tchadienne reconnaissant M. Mahamat Idriss Déby Itno, nous ne pouvons que prendre acte de ce fait qui renvoie à la réalité politique du terrain tchadien. Mais, mieux encore, le président Mahamat Idriss Déby Itno a surpris tout le monde, y compris ses propres partisans du MPS. Il a surpris l'opposition tchadienne et il a surpris les panafricanistes en prenant une décision inédite dans l'histoire du Tchad. Celle de la rupture des accords de défense et de coopération militaire avec la France. Et il a exigé et obtenu le retrait total des troupes françaises du sol tchadien, y compris des troupes américaines. Il a même extirpé les officiers français qui jouaient le rôle de conseillers techniques à l'intérieur de la hiérarchie militaire du Tchad. Au point qu'aujourd'hui, la présence militaire française au Tchad appartient au passé.
Par ce deuxième acte, Mahamat Idriss Déby Itno s'est inscrit dans l'un des points fondamentaux de la lutte continentale des Africains, à savoir le retrait des troupes des anciennes puissances négrières coloniales et néocoloniales. Là encore, cela renvoie à la réalité politique. Que l'on l'aime ou qu'on le déteste, qu'on lui en veuille ou pas, Mahamat Idriss Déby Itno a mérité son grade de maréchal quand il a dénoncé les accords de défense et de coopération néocoloniale et quand il a obtenu, jusqu'au 31 janvier 2025, tout le monde a vu le départ de l'armée néocoloniale française du sol tchadien. Ça, tout le monde l'a vu. Personne n'a oublié qu'il avait été installé à la tête du Tchad par la dynastie familiale. Personne n'a oublié qu'un certain 21 avril 2021, le président français Emmanuel Macron, après la mort de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, père du président actuel Mahamat, le président français en personne était venu introniser. Et alors des centaines de Tchadiens étaient morts, tombés sous la violence du pouvoir. Le président français lui-même était venu introniser l'actuel président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno. Et nous l'avons dénoncé. Et si c'était à refaire, nous dénoncerions encore. Seulement, cette fois-ci, c'est celui qui a été logé qui a délogé celui qui l'a logé. Pourquoi voulez-vous que les Africains crachent sur leur bonheur? Quand celui qui a été logé par la puissance néocoloniale déloge militairement la puissance néocoloniale, pourquoi voulez-vous que les Africains ne s'en réjouissent pas? Il s'agit d'un retournement de la dialectique du maître et de l'esclave. Et c'est un bon point. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mahamat Idriss Déby Itno, la dénonciation des accords de défense et de coopération et le retrait des troupes néocoloniales françaises et américaines du sol tchadien seront portés à son actif. Même si Mahamat Idriss Déby Itno doit partir en enfer, même en enfer là-bas, il aura les félicitations de Dieu pour avoir fait, à l'occasion de cette décision, sa volonté. Libérer le peuple tchadien de l'occupation étrangère. C'est donc cet homme-là qui s'est aussi positionné de façon amicale et positive envers les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et ça, c'est un troisième fait incontestable. On peut critiquer le président tchadien pour les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir, pour la violence exercée contre l'opposition. On peut lui reprocher d'être héritier d'une dynastie, ok. Mais on ne peut pas nier un troisième fait. Il a refusé d'engager le Tchad comme base arrière de la déstabilisation, de la République centrafricaine au sud, alors que son père avait eu des complaisances en ce sens. Lui, Mahamat Idriss Déby Itno, depuis qu'il est là, les incursions à partir de la frontière tchadienne contre le Centrafrique ont considérablement baissé. Parce que N'Djamena a arrêté la politique de laxisme total envers les groupes qui déstabilisent Bangui. Ça, c'est un. De deux, on a voulu utiliser le Tchad comme base arrière pour déstabiliser le Niger, qui se trouve à l'ouest du Tchad. Les autorités tchadiennes actuelles ont refusé. Elles ont activement refusé de servir de base arrière à la déstabilisation de l'AES à partir de l'Est nigérien. Il y a une coopération sécuritaire, fraternelle, étroite entre N'Djamena et Niamey, caractérisée par les allées et venues des hommes forts des deux régimes, pour se prêter main forte contre les organisations terroristes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Tchad, pour être puni de n'avoir pas servi efficacement de base arrière contre l'AES, a été livré aux hordes terroristes surarmées par leurs parrains otaniens et plusieurs fois l'armée tchadienne a payé de très lourds tributs. C'était des punitions. Et c'est l'une des raisons de la rupture des accords de coopération et de défense. Parce que les actes barbares posés par les mercenaires otaniens contre l'armée tchadienne étaient des punitions contre Mahamat Idriss Déby Itno pour avoir refusé de servir de marchepied pour que le Niger soit fragilisé à partir de sa frontière Est. Tous ces faits se sont déroulés sous nos yeux. Et tout Africain digne de ce nom, doivent prendre cela en compte. C'est donc cet homme-là qui, à l'occasion du dernier sommet de l'Union africaine, a appelé à la levée des sanctions contre les pays panafricanistes révolutionnaires, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et même la Guinée. C'est ce président-là qui décide de recevoir Madame Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Et il faut que les Africains sachent qui est Madame Marine Le Pen.
Madame Marine Le Pen est aujourd'hui la faiseuse de roi de la France. Si François Bayrou, l'actuel Premier ministre de Macron, qui ne possède pas de majorité à l'Assemblée nationale, si François Bayrou est encore Premier ministre en France, c'est grâce à Marine Le Pen. Parce qu'elle n'a pas demandé à sa formation politique, le Rassemblement national, de voter la censure. Parce que si le Rassemblement national avait voté la censure, puisque la France insoumise votait la censure, une majorité était obtenue pour faire tomber Bayrou. Et normalement, Macron serait déjà appelé actuellement à la démission dans les rues de France. Il faut que les Africains sachent que Madame Le Pen, comme vous l'avez vu en N'Djamena, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps en France. Pour une deuxième raison, elle est à la tête du plus grand parti politique français, le Rassemblement national. C'est elle. Son parti politique est celui qui a le plus grand nombre d'élus en France actuellement. D'accord? C'est la principale force politique de la France. Elle est donc aujourd'hui, mieux qu'avant, en position de gagner la future élection présidentielle. Et on sait que la grande tendance en Europe, c'est la montée en force des partis souverainistes de droite radicale, d'extrême droite. Or, entre-temps, les dernières déclarations publiques du président Mahamat Idriss Déby Itno envers le chef de l'État français étaient des déclarations offensives et même contre-offensives. Après les déclarations dans lesquelles M. Macron disait que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme et que les Africains avaient été ingrats, avaient oublié de dire merci. Le président Mahamat Idriss Déby Itno fait partie des chefs d'État africains qui sont sortis en première ligne pour tenser les propos de M. Macron et lui dire que c'est du mépris et que cela ne sera pas accepté. Et que l'Afrique n'en est plus à se laisser essuyer les pieds sur la tête par les dirigeants français. Donc, on est dans un contexte de tension entre le chef de l'État français, qui se considère toujours comme le bienfaiteur de Mahamat Idriss Déby Itno, qu'il a intronisé en avril 2021, et Mahamat Idriss Déby Itno. Ils sont en tension directe, parce que Mahamat Idriss Déby Itno lui a répondu frontalement que son mépris ne passera plus en N'Djamena. Dans ce contexte, Mahamat Idriss Déby Itno sait qu'il a deux adversités. Il a deux adversités certaines. La première, c'est son opposition. Que ce soit l'opposition civile ou l'opposition armée, dans laquelle il y a beaucoup de gens qui n'ont pas oublié qu'ils peuvent quand même prendre une revanche. Parce que beaucoup de gens lui en veulent pour le sang des leurs qui a été versé. Le président Mahamat Idriss Déby Itno sait qu'il y a des gens qui lui en voudront jusqu'au dernier jour de sa vie à mort pour ce qu'il a fait, lui, pour prendre le pouvoir à leur détriment. Il le sait. Mais depuis qu'il s'est levé et a fait partir l'armée française et l'armée américaine, le monsieur que vous voyez en N'Djamena là, il sait qu'il s'est payé à tout jamais les impérialistes occidentaux comme ennemis. Je vous prie d'écrire ce que je vous dis. Kadhafi est arrivé au pouvoir en 1969 en chassant le roi Idriss Ier. Et l'une des décisions que Kadhafi avait prises en Libye, c'est de chasser l'armée américaine. L'armée américaine a pris le nom de Kadhafi, ils ont appuyé ça comme ça, dans leur fichier. Comment on fait ça souvent là? Ils ont appuyé le nom de Kadhafi comme ça. Depuis 1969, 70, 71, que Kadhafi a fait partir les troupes américaines et britanniques du sol libyen. Son nom a été écrit sur une liste rouge. Les Occidentaux ont juré d'avoir sa peau dès que ça sera possible. Ça a pris plus de 40 ans. Ils ont eu sa peau en 2011. C'est comme ça qu'ils ont remercié Saddam Hussein, qui leur avait servi de cheval de Troie pour attaquer l'Iran pendant 10 ans. Ils ont eu sa peau. D'accord? Mahamat Idriss Déby Itno que vous voyez là, sait qu'il ne pourra plus jamais de sa vie, wallahi billahi talahi, compter sur un dirigeant français pour sauver sa peau au Tchad. Il le sait. Et c'est parce qu'il le sait qu'il a tenu un langage de vérité en partant du principe que cabri mort n'a pas peur de couteau. Du point de vue diplomatique, recevoir comme il l'a reçu Mme Marine Le Pen, c'était en réalité une manière de répondre à M. Macron pour lui dire qu'il conservait sa posture souverainiste et indépendante envers la diplomatie française actuelle, envers le régime français. En recevant Mme Le Pen, ce n'est pas à Mme Le Pen que s'adresse le message de Mahamat Idriss Déby Itno. C'est une réponse à Macron.
Mahamat Idriss Déby Itno dit, in fine à Macron, je parle en France avec qui je veux, je parle en Afrique avec qui je veux, je parle dans le monde avec qui je veux. Mieux, je donne même mon avion à qui je veux en France. Et je ne m'en remets pas à l'Élysée. Faites tout ce que vous voulez, moi aussi je ferai tout ce que je veux. En réalité, du point de vue diplomatique, c'est un acte de défiance. C'est un acte de défiance qui est comparable à celui de Zelensky quand il y avait la campagne présidentielle aux États-Unis. Zelensky s'est levé pour aller soutenir la candidature de Biden. Il vient en visite aux États-Unis, il entre dans la campagne pour soutenir la candidature de la candidate de Biden, Kamala Harris. Les gens de Trump ont écrit ça et ils ont plié un doigt. Donc, très clairement, Mahamat Idriss Déby Itno dit au président Macron que lui, il ne compte pas sur l'amitié, la bienveillance et la gentillesse du président Macron. Et mieux, qu'il préfère d'ores et déjà prendre une option pour influencer à distance la politique française, comme il a observé que l'élite politique française essaye d'influencer à distance ou en proximité la politique tchadienne. Parce qu'en fait, qui a essayé de porter à bout de bras Masra pour l'opposer à Mahamat Kaka, fragiliser Mahamat Kaka afin de contrôler les deux et de contrôler le Tchad? Mais c'est la diplomatie de la France-Afrique. D'accord? Comme vous manipulez les opposants tchadiens contre moi, moi aussi je peux manipuler les opposants français contre vous. C'est un échange de bons procédés. 1, 2, 3, vous êtes caché derrière Masra pour le flatter et lui dire qu'il peut. Mais 1, 2, 3, moi, ouvertement, j'accueille Madame Le Pen comme un chef de l'État. Pour vous dire que le petit jeu auquel vous jouez là, moi je peux jouer à ça à un niveau supérieur. Voilà le contexte de ce qui s'est passé. Il s'agit d'un camouflet diplomatique à la France de Macron. Alors quand les Africains que nous sommes, les panafricanistes en particulier, nous avons à regarder une situation diplomatique, nous avons le devoir de faire preuve de patience et d'aider notre peuple à lire en profondeur ce qui se passe. Non pas à applaudir, mais à lire en profondeur ce qui se passe. Moi, c'est parce que je me suis appliqué à une lecture en profondeur que j'ai compris que la réception de Le Pen était un camouflet à Macron. Qui plus est, je suis allé lire les commentaires de la galaxie macronienne après la réception de Marine Le Pen. Mais le message est passé ici 5 sur 5. Ils disent que c'est un pied de nez de Mahamat Idriss Déby Itno à leur patron. Les macroniens sont furax. Ils sont rouges de colère. Ils jurent leur grand Dieu que Mahamat Idriss Déby Itno va leur payer ça. Alors il y a des gens qui se précipitent pour dire « Oh, vous vous trompez. De toutes les façons, extrême droite, droite, gauche, etc. En Afrique, ils ont les mêmes intérêts. » C'est faux. C'est faux. De Gaulle n'avait pas les mêmes intérêts que Pétain. C'est pour ça que Pétain a fait lancer un mandat d'arrêt avec condamnation à mort assortie contre De Gaulle. De Gaulle a fui. C'est faux. Il n'y a pas unanimité entre tous les membres de la classe politique française. Il n'y a pas d'unanimité ici en France. Et le conflit politique est en train de couver en France. Et vous pouvez être surpris à tout moment par ce qui va se passer en France. Il n'y a aucune unanimité ici. Le chef d'état-major de l'armée française, le général de Villiers, pourquoi est-ce qu'il avait démissionné? S'il y avait unanimité dans la classe, l'élite politique française, pourquoi le chef d'état-major a démissionné? Quand il a demandé que les moyens de l'armée française soient renforcés, et que le président Macron l'a envoyé paître en disant « Le commandant ici, c'est moi », le monsieur a rendu sa démission. Aujourd'hui, on est en train de chercher les moyens pour renforcer l'armée française. C'est ce que demandait le général de Villiers il y a 5 ans. Il a été viré pour cela. Donc, il faut aussi que les Africains sortent de l'illusion qu'ici en France, tout le monde est d'accord avec tout le monde. Qu'ils sortent aussi de l'illusion que toute personne qui est française est colonialiste, néocolonialiste, impérialiste. C'est faux. C'est l'ignorance de l'histoire, l'ignorance des sacrifices, des combats, l'ignorance des fraternités de lutte qui lient les mouvements, les hommes, à plusieurs époques et dans des circonstances précises qui peuvent vous amener à faire ces généralisations faciles. Donc, l'épisode de la réception de Mme Marine Le Pen au Tchad
n'est pas la continuation de la France-Afrique. C'est un pied de nez de Mahamat Idriss Déby Itno à la France-Afrique. C'est une manière de dire, bon, vous vous mêlez de mes affaires, non? Vous aimez vous mêler de mes affaires, mais je vais me mêler des vôtres. Et je vais le faire ostentatoirement. Je ne vais pas me cacher comme ça pour souffler des éléments de langage à Masra. Non. Moi, j'appelle Marine Le Pen publiquement et je la fais venir dans mon village, à Amdjaras. C'est elle qui vient dans mon village. Vous vous rendez compte? Désormais, les dirigeants français ont besoin de l'avion présidentiel tchadien pour voyager. Mais ça, c'est du point de vue du métalangage, c'est une véritable inversion du rapport de force. C'est l'inversion du rapport de force diplomatique qu'on est en train de voir. Une candidate à l'élection présidentielle française qui désormais a besoin de l'avion du président tchadien. Si la France était dans ce consensus auquel vous pensez, si la France était dans cette bonne entente, si Mme Le Pen, qui est faiseuse de roi à Paris, était en odeur de sainteté à l'Élysée, en tant que principale opposante de France, ce serait élégant de la part de la République française de lui affréter un petit avion. Elle est dans la situation de chef de l'opposition, pratiquement. Et de principal partenaire du pouvoir. Normalement, la République devrait même lui donner un avion. Mais on est en train de la poursuivre ici. Elle a un procès qui lui pend au nez. Qui pourrait l'éliminer de l'élection présidentielle. Oui, Madame Le Pen que vous voyez là. Et donc, quand Mahamat Idriss Déby Itno prend l'avion présidentiel tchadien et la main dedans, c'est une leçon qu'il donne aux autres. Désormais, nous allons faire et défaire qui nous voulons, nous aussi, puisque c'est ce que vous faites avec nous. Vous vous ingérez, nous nous ingérons. Vous voulez influencer notre vie politique, nous allons influencer la vôtre. C'est ça le message. Et les Africains devraient faire l'effort de s'élever à ce niveau. Je ne suis pas en train de dire que le président Mahamat Idriss Déby Itno serait devenu tout d'un coup un super panafricaniste révolutionnaire. Non, pas du tout. Il est en train d'aller vers le panafricanisme parce que c'est la condition de sa survie personnelle, de la survie politique du régime tchadien. C'est la condition même de la survie du peuple tchadien. Tout peuple africain qui ne va pas vers le panafricanisme est en train d'aller vers son autodestruction. La voie, le chemin de la révolution panafricaine, c'est notre salut commun. Bâtir des républiques qui nous mettent à l'abri du mépris et de la domination. Bâtir des républiques dans lesquelles, finalement, il y ait de la place pour chacun et pour tous. Parce que Dieu, la nature, nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous n'avons pas le droit de nous morfondre sur notre sort. Nous avons le continent le plus riche de cette planète. Et il est encore le plus riche pour longtemps. Il nous faut avoir l'intelligence d'en faire le meilleur usage pour que nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ne subissent plus jamais les humiliations que nos parents, nos ancêtres ont subies sur les 7 derniers siècles. Donc, en conclusion, s'il vous plaît, regardez les différents éléments que je vous ai donnés, point par point. Et vous verrez que, dans cette affaire, c'est le Tchad qui a remporté, en réalité, une paire de manches diplomatiques. L'usage que le président tchadien a fait des moyens de l'État tchadien est avantageux pour la diplomatie tchadienne. Il positionne le Tchad comme désormais capable d'influencer l'avenir politique en France. C'est le message qu'il voulait passer. C'est le message qu'il voulait passer. And the work is so hard, but there is no pay. The boss still wicked, yes. I got to move. Donc, s'il vous plaît, faites un plus grand effort. Ne vous laissez pas entraîner par une application bête et méchante de vos évidences. I'm going to meet Jaja children. Tout est possible for God in heaven. Venez lire ce que les macroniens sont en train de dire. Vous allez comprendre ce que Mahamat Idriss Déby Itno. God in heaven. Tout est possible for God in heaven. Dans ce que t'as, tu ressens un peu. Tu donnes beaucoup, tu ressens un peu. On se voit que par la monnaie. Et quand tu gagnes un peu de blé, tu croques en jambe de l'adversité. Alors, venons-en au sujet suivant de notre soirée d'analyse politique au pas de charge. Je disais que je voudrais
à partir de l'expérience de mon pays natal, le Cameroun, introduire dans le débat politique un concept nouveau, le concept de pourri-lection. Pourri-lection, la pourri-lection. Pourri-lection. P-O-U-2-R-I. L-E-C-T-I-O-N. La pourri-lection. C'est-à-dire l'élection pourrie ou la pourriture électorale. La pourri-lection. Les pays africains issus du processus colonial sont devenus spécialistes des pourri-lections. C'est-à-dire des élections truquées, fraudées, violées, abusées, faussées d'avance. Mais auxquelles on s'amuse à participer en croyant qu'en chemin, il y a un miracle qui va se produire. La pourri-lection. C'est-à-dire c'est le processus électoral dont tout le monde a les preuves qu'il est vicié. Tout le monde sait que ce processus va aboutir à une crise électorale, à une crise post-électorale. Mais, pris dans une espèce de fantasme de l'entonnoir libérateur, tout le monde s'engouffre dedans en disant « allons-y, devant on va voir ». La pourri-lection. Le plus grand laboratoire pourri-électoral. Le plus grand laboratoire pourri-électoral en Afrique, c'est mon pays natal, le Cameroun. Dans ce pays-là, toutes les conditions de la pourri-élection sont remplies. Premièrement, ceux qui exercent le pouvoir indiquent clairement qu'il va falloir passer sur leur corps pour venir le prendre. Et l'un des arguments qu'ils avancent, c'est qu'ils ne peuvent pas quitter le pouvoir parce que s'ils quittent, à cause du mal qu'ils ont fait, les gens vont se venger contre eux. Donc, il vaut mieux qu'ils restent au pouvoir. Donc, les conditions de la pourri-élection sont les suivantes. Un pays dans lequel ceux qui exercent le pouvoir sont incapables de s'imaginer sans le pouvoir. Tellement ils en ont abusé, qu'ils ont peur de le lâcher et d'être l'objet de la vengeance. Ils s'accrochent par peur, à cause du mal fait. Et malgré toutes les promesses que peuvent leur faire les opposants, d'être fair-play, d'être compassionnels, d'avoir pitié lorsqu'ils arriveront au pouvoir, les pourris lecteurs, les pourris électoraux ne tolèrent pas l'idée de l'alternance. La deuxième condition de la pourri-élection, c'est la confiscation totale des institutions électorales par le régime au pouvoir. C'est-à-dire que quand vous regardez la structure de l'ECAM au Cameroun, quand vous regardez la nomination des principaux membres de l'ECAM, quand vous regardez la structure de la Cour constitutionnelle, les principaux membres de la Cour constitutionnelle, quand vous regardez la structure du gouvernement, quand vous regardez la structure de l'armée, quand vous regardez la structure des services de renseignement généraux, quand vous regardez la structure des corps spéciaux de l'armée, quand vous regardez la structure du système diplomatique, des officines diplomatiques du pays, vous vous rendez compte que un clan a entièrement colonisé tous les centres névralgiques de décision politique nationale, de telle façon que le résultat des élections ne peut être que la répétition de la volonté du chef de clan, Paul Biya. Le système est pourri, c'est-à-dire qu'il est fermé du sommet à la base. Il n'y a pas un seul endroit essentiel du système électoral qui échappe au contrôle du parti au pouvoir. Donc le système est saturé, il est pourri. Deuxième condition, un système saturé, contrôlé à tous ses niveaux névralgiques par la même minorité. Et ici, c'est une minorité oligarchique corrompue, avec à ses points sensibles des membres du prétendu groupe ethnique du président, et aux autres points, ses alliés issus de toutes les ethnies. Les alliés corrompus de Paul Biya. Il y a une troisième condition qu'ils ont veillé à remplir. C'est la stratégie du dilatoire. Dilatoire au niveau de l'inscription des Camerounais dans les listes électorales. Ils ont toujours tout fait pour que les Camerounais ne s'inscrivent pas dans les listes électorales. Même quand ils disent « allez vous inscrire en masse », ils ne se donnent pas les moyens de permettre à tous les Camerounais de s'inscrire. Ils en repulsent, ils en repoussent, ils en privent de papier. Dans les diasporas comme à l'intérieur du pays. Au niveau des listes électorales, ils vont plus loin, ils refusent de les publier. Nous sommes au mois de mars, donnant bientôt à avril 2025. Le Cameroun n'a pas de liste électorale.
Et les gens disent qu'ils s'en vont aux élections. Le Cameroun n'a pas de liste électorale. Pourquoi? Mais parce que le pouvoir sait que publier une liste électorale, c'est prendre le risque d'être surveillé. C'est prendre le risque qu'on commence à faire des statistiques. C'est prendre le risque que les opposants commencent à constituer des arguments pour démontrer la preuve. Donc au Cameroun, le pouvoir dit, je ne vous dis pas qui vote. Allons-y. On verra devant. Quatrième élément de la stratégie. La fabrication de public, de bétails électoraux, eux-mêmes invisibles. Fabrication de bétails électoraux étrangers. Mais comment vous allez prouver qu'il y a des étrangers dans la liste électorale qui n'existe pas? Comment vous allez prouver qu'il y a des étrangers dans une liste électorale qui n'existe pas? Si ce n'est sur la base de rumeurs, la liste électorale n'existant pas, comment vous pouvez démontrer qu'il y a des étrangers? Bon. On va plus loin. Je vois un journal, une feuille de chou du pouvoir, appelée Singang, qui dit que les prisonniers, les gens qui sont en prison au Cameroun, appellent à voter massivement Paul Biya. Astaghfirullah. Là, on nous dit implicitement que le public des prisons, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est majoritairement acquis au président. Celui qui les a emprisonnés. C'est-à-dire qu'on nous dit que le type qui est responsable de l'incarcération de ces gens-là, soit par application normale de la loi, soit parce qu'ils sont des prisonniers politiques, on nous dit qu'il a réussi à convertir la plupart de ses victimes, qui, désormais stockholmardisés, transformés par le syndrome de Stockholm, sont prêts à voter pour lui. Bientôt, on va nous dire que même les morts qui sont enterrés dans des cimetières ont décidé d'en sortir spécialement, exclusivement, le jour du scrutin. On aura un public électoral, eh bien, mortuaire, un public électoral des cimetières. Bientôt, on va dire que certains revenants qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps ont décidé de revenir de l'au-delà pour voter. Parce qu'il n'y a pas de liste électorale, n'importe qui peut être dedans. Parce qu'il n'y a pas de liste électorale, on peut dire que la liste électorale est n'importe quoi. C'est un pays où on refuse de poser sur la table la moindre base d'une compétition politique objective et claire. Vous comprenez? Maintenant, on continue. Il y a une cinquième chose extraordinaire que ça a produit. Ça produit une situation dans laquelle le pouvoir lui-même ne croit pas à ces élections. Mais c'est une partie de l'opposition qui se met à y croire. On se retrouve dans une situation ubuesque. Elle est comme, où sont les listes? On ne donne pas. Paul Biya, c'est comment? On apprend que désormais les prisonniers vont voter pour toi, mais ils vont voter comment? On n'a même pas les listes. Je ne réponds pas. Ah, on apprend que maintenant vous êtes en train d'inscrire les étrangers, mais on n'a pas les listes. Comment vous avez inscrit les étrangers alors qu'on n'a pas de liste? On ne répond pas. Mais dans ce contexte-là, on réussit à obtenir qu'une partie de l'opposition dise, malgré tout, allons quand même aux élections. Au Cameroun, on a donc envie de dire, alors que toutes les conditions de la pourrilection, l'élection pourrie, sont remplies. Mais pourquoi diantre tiendrait-on à aller aux élections dans des conditions anti-électorales? Cela nous permet de nous reporter à des périodes précédentes où la pourrilection était réunie et où plusieurs leaders de l'opposition, dont certains de ceux qui appellent à l'élection maintenant, avaient demandé le boycott. On leur pose la question. Quand vous boycottez les élections au Cameroun, parce que les conditions n'étaient pas remplies, laquelle des conditions a été remplie pour que maintenant vous ne boycottiez pas? En fait, à l'époque où il y a eu boycott de certaines élections, comme par exemple les législatives, on peut même dire que c'était mieux parce que les listes électorales existaient. Quelque chose comme une liste électorale avait été pondue. Là, on est dans celle qu'on appelle la mer des élections. Il n'y a pas de liste électorale. On est dans la mer des élections. On ne sait pas qui a mis les étrangers dans la liste. Qui est en train de mettre les prisonniers? Dans quelle liste? On ne sait pas. Mais dans ces conditions, bon, on dit allons-y. La grande question est la suivante. Vous savez que l'élection est pourrie. Vous savez que l'élection, là, elle est fraudée, truquée, violentée, d'avance. Ça, vous le savez. Dans ces conditions, à quoi sert-il de continuer à aller vers une élection
fraudé, truqué, violé d'avance, alors que vous le savez. Si ce n'est parce que vous savez très bien que ce n'est pas l'élection qui va changer le pays, mais la révolution. C'est pour cela que moi, Nyamsi Wa Cameroun, j'ai dit que les élections d'Elekam ne sont pas la voie du changement au Cameroun. La voie du changement au Cameroun, c'est la mobilisation populaire massive du peuple camerounais pour exiger une transition permettant d'organiser plus tard de véritables élections. C'est ce que j'ai dit. Cette révolution doit être le fait de toutes les forces vives de la nation. Celles qui sont dans l'État comme celles qui sont en dehors de l'État. Elles doivent incessamment se mobiliser pour mettre fin au régime de Paul Biya. Instaurer une transition dans laquelle les forces vives de la nation vont s'asseoir et préparer de manière consensuelle la nouvelle république du 21e siècle camerounais. Ceux qui disent comment on va le faire, je leur demande de regarder les pays où cela a été possible. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des modèles. On va le faire si on s'inspire de ces modèles pour avancer. On va le faire si on prend conscience du fait que le régime Biya n'est pas capable de vaincre le peuple camerounais, que le peuple camerounais est le plus fort. On va le faire si on réussit à convaincre toujours davantage les Camerounaises et les Camerounais que ce n'est pas dans l'intérêt d'un individu, l'intérêt d'un homme, l'intérêt d'une personne qu'il faut se mobiliser, mais dans notre intérêt à tous, bien compris, celui de la construction d'une république qui soit bénéfique et favorable à toutes les filles et à tous les fils du Cameroun. Un tel changement suppose que les patriotes républicains panafricains de toutes les forces vives de la nation camerounaise agissent à l'unisson pour libérer le pays. Cette révolution citoyenne et populaire n'interpelle pas seulement l'armée, la gendarmerie, la police, elle interpelle toutes les catégories populaires. Car c'est un éveil de toutes les catégories populaires, seul qui peut forcer l'appareil d'État moribond à reculer et à renoncer à sa manière inimitable de s'asseoir. Partout ailleurs, c'est la formidable mobilisation de cet élan populaire qui a forcé l'ancien régime à reculer et à laisser naître le nouveau. Ça n'a jamais été un don. Mais tout cela ne peut pas advenir dans un peuple qui n'a pas maturé la conscience de la situation. Un peuple qui croit encore à la pourrilection ne peut pas se libérer. Il faut perdre la croyance en la pourrilection pour s'engager dans la révolution. Tant qu'on est encore dans la croyance en la pourrilection, on ne peut pas se libérer. Croire en la pourrilection, c'est espérer un miracle, là où l'expérience nous a appris que les pourrilections conduisent à la déréliction. Les pourrilections conduisent à la répétition de notre misère, de notre faiblesse, de notre poisse, de notre stagnation. Cela étant dit, ceux qui croient en la pourrilection ont décidé en réalité d'aller à la révolution après la pourrilection. Alors que ceux qui ne croient pas en la pourrilection appellent à la révolution dès maintenant. Entre quelqu'un qui appelle à la révolution après la pourrilection et quelqu'un qui appelle à la révolution dès maintenant, qui c'est qui est au fond du sujet? Qui c'est qui est dans le sujet? C'est celui qui est dans la révolution dès maintenant. Qui sait que la révolution va nous libérer? Le risque avec la pourrilection, c'est que quand on sort des pourrilections, on a tendance à défendre le résultat de son candidat, le résultat de son leader. Au Cameroun, les partisans de tel candidat vont dire « c'est mon candidat qui a gagné ». Les partisans de tel autre vont dire « c'est mon candidat qui a gagné ». Et c'est ce que veut le pouvoir organisateur de la pourrilection. L'éclatement populaire. L'éclatement populaire entre les micro-candidatures et les revendications de victoire. Un tel va dire, non, c'est moi qui ai gagné. Quelle preuve vous avez que c'est vous? Ah non, c'est plutôt tel. Non, c'est plutôt tel. Et maintenant, il va falloir se mobiliser. Pourquoi? Chacun pour son candidat. Les effectifs de la révolution populaire seraient divisés par le nombre de candidats revendiquant la pourrilection.
Nous qui voyons plus loin, nous appelons à ne pas attendre cette division du bloc populaire national. Au contraire, à mobiliser avant. Car la pour-élection n'est pas la vraie élection. Nous devons nous passer des pour-élections en Afrique. Ça ne sert à rien d'aller à une pour-élection. On ne doit aller à une élection que si on a les moyens d'imposer la voix du peuple. Si on a les moyens d'imposer le choix réel du peuple. Si on n'a pas les moyens d'imposer le choix réel du peuple, aller à la pour-élection, c'est participer à la parodie organisée par la tyrannie. Et paradoxalement, c'est là renforcer, la crédibiliser et la légitimer, même involontairement. Voilà le message dont je suis porteur. Et je suis prêt à supporter tous les colibets des partisans de la pour-élection. Ils peuvent dire sur moi tout ce qu'ils veulent. Ce que j'ai dit là, et que j'appelle le plan B, je vais en parler toutes les semaines. Vous avez remarqué? Tous les lundis, j'enfonce le clou. Alors, j'ai observé que justement, parce que ce message passe, je suis en train de devenir, eh bien, l'intellectuel politique le plus commenté au Cameroun. Soit on est avec moi, soit on est contre moi. C'est moi le baromètre. Je vous en remercie. Critiquez-moi. Racontez tout ce que vous voulez. De préférence sur vos plateformes. Parce que quand vous venez sur la mienne, pour m'insulter, je vous bloque. Vous êtes obligé d'aller créer de nouveaux comptes. Et vous n'êtes pas si nombreux que ça. Vous venez sur la mienne, je vous bloque. Et je dis bien que je note les propos de ceux qui ont des responsabilités politiques. Ces propos seront renvoyés point par point à leurs responsables politiques. Tous ceux qui ont des responsabilités politiques là, et qui tiennent des propos désobligeants. Mon service de communication fait la liste. Et à un moment donné, le tarif va être redonné à vos responsables politiques respectifs. Avec moi, aucune parole proférée ne sort sans être tenue. Continuez. Mettez-vous à l'aise. Mais pour ceux d'entre vous qui êtes intelligentes, allons dans le débat de fond. Dites-nous comment une pour-élection ne va pas conduire le pays à une division plus forte qu'aujourd'hui. Puisque les différents candidats à la pour-élection, chacun va revendiquer un morceau de la pour-élection. Le candidat Biya ou le candidat de Biya va dire « j'ai gagné ». Le candidat du MRC va dire « j'ai gagné ». Le candidat du PCRN va dire « j'ai gagné ». Le candidat de l'UPC va dire « c'est moi qui ai gagné ». Peut-être même un outsider va s'élever. Non, on a mal compté, c'est moi. Comment on va organiser la mobilisation de ce peuple? Après l'avoir laissé se diviser entre les chapelles. Au lieu d'appeler ce peuple, de suspendre pour le moment la logique de chapelle et de résoudre préalablement la question de la souveraineté. Tant que nous ne sommes pas peuple souverain, nous ne pouvons pas clairement et librement choisir un président. Nous ne pouvons pas clairement et librement choisir des députés, des sénateurs, tant que nous ne sommes pas un peuple souverain. Nous devons donc d'abord récupérer notre souveraineté. Notre souveraineté ne nous sera pas donnée par un homme. Elle nous sera donnée par nous-mêmes en tant que peuple. Et c'est en tant que peuple que nous avons organisé une transition pour bâtir des institutions authentiquement souveraines. Où est le mal dans cette histoire? Si c'est le bien commun qui nous intéresse, si c'est l'intérêt général qui nous intéresse quand nous faisons la politique, où est le mal dans cette affaire? Le mal vient du fait que certains, malheureusement, estiment qu'on doit privilégier leur carrière politique à eux avant le bien commun de tous. Dans la situation actuelle, il n'y a pas d'élection au Cameroun. Il y a pour-élection. Si on jette les Camerounais dans la pour-élection, ils vont s'y diviser. Au sortir de la pour-élection, ils seront divisés. C'est l'expérience que nous avons vécue en 92. C'est l'expérience que nous avons vécue en 2018. Et il ne faut pas que nous nous exposions à revivre cette expérience en 2025. Nous devons donc inverser la machine de combat. Nous devons aller comme peuple revendiquer notre souveraineté. C'est avec cette souveraineté que nous bâtirons les institutions d'émancipation du pays. La fameuse question, on fait comment? Réponse, on fait comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pion! On a des pays africains qui l'ont fait. Pourquoi nous, Camerounais, on ne peut pas? Je vois des gens qui passent leur temps. Ah, on est le continent, on est le... Si on était le continent. Mais voilà.
Le continent doit donc être le laboratoire d'application de tout ce qui réussit dans le continent. Méritons donc le soi-disant nom de continent qu'on revendique. Approprions-nous ce qui marche dans le continent. Oui! Je vois des gens dans notre classe politique, dans les réseaux sociaux, qui parlent de ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger avec une condescendance. Ah, des choses que tu dis là-bas et qui marchent, ça ne nous concerne pas. Vous vous prenez pour qui? Qu'est-ce qu'on a fait de plus au Mali que les autres? Au Cameroun que les Maliens, les Burkinabés ou les Nigériens? Qu'est-ce que nous on a fait de plus? Sur le terrain politique, on les dépasse en quoi? Je vois des gens qui pensent que ce qui marche là-bas ne peut pas marcher chez nous. Parce que chez nous, au Cameroun, là, on est où? Sur la Lune? Est-ce que vous savez qu'une bonne partie des officiers du Burkina Faso là, ont été formés au Cameroun? L'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré. J'espère que vous savez que c'était un officier de l'EMIA de Yaoundé. Les Sankara que vous voyez là, c'est des officiers de Madagascar. Thomas Sankara. Il était officier à Madagascar. Pour sa formation. Non, on nous dit, ah non, il y a les réalités du continent. Il y a quoi au continent? Il n'y a même pas les routes. Il n'y a même pas les routes chez nous, au Cameroun. Il n'y a même pas les routes. Les réalités du continent. Quelle réalité? Au Cameroun, comme partout ailleurs, il faut une transition qui permette d'organiser de véritables élections. Vous dites quoi? Oh, les choses qui marchent en Afrique de l'Ouest, ça ne marche pas chez nous. Qu'est-ce qui marche chez nous alors? Les hôpitaux? Les universités? Les écoles? Qu'est-ce qui marche alors? L'armée? Qu'est-ce qui marche? Les élections? Qu'est-ce qui marche chez nous, au Cameroun? Il faut que les Camerounais et les Camerounais arrêtent de se tromper, de se mentir. Nous n'avons rien de supérieur aux autres Africains. Nous sommes les Africains comme les autres. Descendez de votre piédestal, tous, sans exception. Soyez humbles, vous avez, nous, Camerounais, nous avons beaucoup à apprendre des autres. Et il n'y a pas que les autres qui ont à apprendre de nous. D'ailleurs, nous, en tant que collectivité nationale, on va leur apprendre quoi? Qu'on a gagné 5 fois le championnat mondial de la corruption. Les États. On va leur apprendre quoi? Qu'on a un président qui est là depuis 42 ans, on n'a pas été capable de le bouger. On va apprendre quoi aux autres? Vous parlez de quoi? On va leur apprendre quoi exactement? Est-ce que nous avons le système culturel le mieux organisé? La meilleure promotion musicale? Est-ce que nous avons le système de recherche scientifique ou de recherche technologique le plus avancé? Pour qu'on se mette à fatiguer les autres? Le continent. Nous devons faire preuve d'humilité. Que ce soit l'élite politique camerounaise, la population, les citoyens, il faut apprendre des autres Africains, humblement. Dans la langue douala, vous connaissez la chanson qui dit Muna Nyongo Abukite Oa Bambelemo Kunda. Muna Nyongo Abukite Oa Bambelemo Kunda iyo Bambelemo Kunda iyo. Muna Nyongo Abukite Oa Bambelemo Kunda iyo Bambelemo Kunda iyo. Si ton frère te dépasse, porte sa chaise. Nos militaires camerounais, ils doivent regarder leurs frères maliens qui les dépassent et porter leur chaise. Écrivez ça. Nous, qui faisons de la politique en tant que des civils au Cameroun, on doit regarder nos frères maliens, nigériens, burkinabés qui sont en train d'avancer pendant que nous on piétine dans un messianisme de stagnation. Ayons l'humilité d'apprendre d'eux. Oui! Il n'y a qu'à regarder. Mais quels sont les hommes politiques les plus loués dans les médias camerounais? Ne sont-ce pas les 3 étoiles polaires de la révolution ouest-africaine? Quand on ouvre Afrique Média, pam! Quel est le nom qu'on entend? Assimi Goïta. Je connais même quelqu'un qui a chanté Assimi Goïta, qui a chanté Ibrahim Traoré, et qui maintenant dit que oh, c'est pas en Afrique de l'Ouest là-bas qu'on va aller apprendre. Il chantait ça pourquoi alors? Pourquoi il n'a pas chanté Paul Biya? Hein? Il criait Assimi Goïta, Assimi Goïta. Hein? En me suppliant de l'amener là-bas, de l'introduire là-bas. Heureusement que j'ai compris qu'il ne fallait pas. Assimi Goïta, Assimi Goïta. Il criait son nom comme ça.
Aujourd'hui, c'est lui qui se tient pour traiter les gens d'Afrique de l'Ouest d'inférieurs. Ils sont inférieurs en quoi? Est-ce qu'on s'est bien regardé même là, en Afrique centrale? Ils sont inférieurs en quoi? Ils sont en avance. En civilisation politique, l'Afrique de l'Ouest est en avance sur l'Afrique centrale. Et il faut dire ça aux gens d'Afrique centrale. On est là, on a des régimes politiques archaïques comme celui de Biya. Quand on ouvre Afrique Média, Vision 5, tout le monde est en train de louer. Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani, Assimi Goïta. Et puis il y a des gens qui se lèvent pour dire, oh, ça c'est l'Afrique de l'Ouest. Nos dirigeants en Afrique centrale, là, les Obiang, les Bongo, Oligui Nguema, Biya, là, Sassou Nguesso, ils aiment plus leur peuple qu'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchani. Est-ce qu'il y a une comparaison? Voilà. Donc on arrête de vouloir personnaliser le problème camerounais. Ce n'est pas un problème personnel. C'est le problème de l'intérêt collectif. La révolution populaire est la solution collective. Si on attend la pourrilection, il n'y aura pas de révolution populaire. Il y aura des revendications sérielles, sectorielles, divisives. Et le pouvoir s'amusera à enfermer ces revendications dans des enclos ethniques. En disant, voilà, ce sont les ressortissants de telle région qui revendiquent pour leur président. Alors que si les revendications commencent par anticipation, sans entrer dans les stratégies divisives, messianiques, autoproclamatrices, certains parlent de narcissisme, alors que le narcissisme consiste justement à aller vers la pourrilection par intérêt personnel. Le narcissisme ne consiste pas à dire comme moi, considérons que nous sommes co-responsables de nous libérer ensemble. Ce n'est pas la responsabilité d'un seul d'entre nous, mais de nous tous. Emparons-nous de la question de notre souveraineté, qui est la question prioritaire, qui est le problème national du Cameroun. Voilà ce à quoi j'appelle. Je n'ai pas demandé à ce que le peuple camerounais prenne le pouvoir pour me le donner. Moi, Nyamsi, ou Cameroun, ou Afrique. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Prenons d'abord le pouvoir en tant que peuple. Organisons une transition et organisons alors la compétition. Eh bien, une compétition honnête, loyale, des filles et des fils du pays pour les différentes fonctions qui seront attribuées par la Constitution. Voilà tout ce que j'ai dit. Normalement, mon point de vue est celui qui fait une place à tout le monde. Alors que le point de vue qui consiste de dire allons à la pourrilection ne fait pas une place à tout le monde. D'abord, on n'a pas de liste électorale. On a des millions d'exclus de la liste électorale. Et là-bas, à la pourrilection, on ne sera pas... Tous ceux qui pouvaient être candidats ne le seront pas. Donc, le débat va être le débat entre les participants à la pourrilection. Et ce n'est pas le même débat que si on dit maintenant, d'abord, reprenons notre pays en main. Donc, le concept de pourrilection est éclairant dans toutes les situations. Certains me font l'objection de la Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le même problème. Vous pensez qu'on va appeler élection le machin d'octobre 2025 où Ouattara veut se présenter seul en excluant Gbagbo, en excluant Soro? En Côte d'Ivoire, il y a les listes électorales. En Côte d'Ivoire, là-bas, contrairement au Cameroun, il y a les listes électorales. L'opposition a la possibilité de voir un peu à quoi ça ressemble. D'accord? Mais même là-bas, ils excluent les seuls candidats qui peuvent les battre. Ce n'est pas une élection qui se prépare en Côte d'Ivoire, c'est une pourrilection. Et le peuple ivoirien n'a pas intérêt à aller à la pourrilection. Car la pourrilection conduit à la crise électorale, à la crise post-électorale, à la guerre civile, à la stagnation du pays dans la non-réconciliation. C'est la même position. Alassane Dramane Ouattara ne doit pas avoir le pouvoir d'organiser une pourrilection. Le peuple ivoirien doit être capable de l'interrompre. C'est la responsabilité du peuple ivoirien. Ce n'est pas pour Guillaume Soro, mon leader de GPS, ou pour, je ne sais pas, Laurent Gbagbo, président du PPACI. Ce n'est pas pour cela que ça doit être fait. C'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane Ouattara est un usurpateur de souveraineté. C'est comme tel que le peuple ivoirien doit se dresser face à lui. Un voleur de souveraineté, comme Paul Biya. Voilà. Et
On me pose la question, quels sont les bons modèles? Je recommence. Mali, Burkina Faso, Niger. Excellent modèle. Mais oui, ce sont des pays africains. Comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun le sont. Ce ne sont pas des pays africains. On ne voit pas comment ces pays-là sont en train de marcher fermement vers leur souveraineté. On voit les conséquences sur le terrain. On voit les changements, les transformations sur le terrain. Vous comprenez? Voilà le message. Et donc, je vais le marteler. Ne vous inquiétez pas, certains de mes amis. Ah non, il faut... Je ne laisse jamais. Quand moi, je suis convaincu d'être en train de servir ce que j'estime être la vérité, je ne possède pas la vérité. Mais je marche sur le sentier. Quand j'ai trouvé mon sentier, ne vous inquiétez pas pour moi. Tous les lundis, minimum, je martèle le message. Un livre supplémentaire va sortir. La République fédérale du 21e siècle camerounais. Je martèle le message. D'accord? Celui-ci était déjà sorti. Pour un nouveau leadership populaire camerounais. Je continue mon œuvre. C'est ça, un homme. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 individus, abusant de faux comptes Facebook dans lesquels ils se présentent même souvent, avec des noms donnant l'impression qu'ils appartiennent à un autre groupe ethnique. Même qu'ils sont d'un autre pays. Il y en a même beaucoup qui sont cachés sous des noms étrangers. Et qui tout d'un coup viennent vous faire des objections sur ce qui se passe à Yaoundé. En révélant qu'ils sont Camerounais. Ils se cachent derrière des noms étrangers, des pseudonymes. Et vous disent que vous n'êtes pas courageux. Mais écoutez, toute personne qui est sur Facebook, YouTube, etc., avec un faux nom, ne peut pas parler de courage à qui que ce soit. Moi, Nyamsewa Cameroun, je suis là, à mon nom propre. Me voici. Je parle. Dès lors que toi, tu es incapable de t'afficher en ton nom propre, tu ne peux pas me parler de courage. Viens ici au Cameroun, on va voir. Quand tu écris ça, mets ton nom, ton visage. Indique la ville où tu te trouves. Tu me verras. Vous comprenez? Donc, il est temps, le temps du courage, là, c'est maintenant. Que chacun assume ses responsabilités. Qu'il tienne ses propos en son nom propre. Ne vous cachez pas derrière les pseudos. Si vous voulez parler, parlez comme moi. Assumez ce que vous dites. Prenez le risque que ce que vous dites soit enregistré comme une VAR en votre nom. Mais si vous venez sous pseudo, déjà vous avouez que vous ne valez rien sur le terrain du combat politique. Parce que vous êtes incapable de vous assumer. Vous ne pouvez pas vous assumer. Oh, on a besoin de gens qui s'assument. De femmes et d'hommes qui s'assument. On n'a pas besoin de lâches, de poltrons sous pseudo. On a besoin de gens qui prennent fait et cause pour le pays. C'est maintenant. Arrêtez de raser les murs. Parlons du Cameroun, parlons de l'Afrique. Et donc, j'y reviendrai chaque fois que nécessaire. Donc, en dernière date, j'ai appris que les prisonniers auraient appelé à voter pour Paul Biya. Paul Biya vient de créer encore une liste électorale imaginaire, les prisonniers. Maintenant, c'est les prisonniers qui appellent à voter pour lui. Malgré tous les signaux qui s'amoncellent, qu'il n'y a pas élection, les gens continuent à parler de la pour-élection. Allons quand même. On va où? On va où? Vous savez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas élection en octobre 2025 au Cameroun. C'est de la foutaise. Vous avez compris? C'est de la foutaise. Il n'y a pas élection. Voilà pourquoi il faut hâter la révolution. Et ton ami devient ennemi. Jehovah Jireh, yo. Y a pas de soleil quand t'es pas là. Et tout est possible. For God lui-même. 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 Donc je vois les cadres du MRC qui chacun brille par sa déclaration à mon sujet. Je les félicite. Mes jeunes frères et sœurs, cadres du MRC, je les félicite tous. Je suis l'homme dont on parle. Je les félicite. J'appelle les militants de l'UPC à se joindre au cadre du MRC pour commenter systématiquement mes publications. J'appelle les militants du PCRN
à venir aussi commenter mes publications. Oublie tes soucis, viens J'appelle les danser militants avec du nous. SDF, de mon frère et ami, On va danser, Joshua on va aussi, chanter la rumba. à venir, on discute. On va chanter, on Je va me danser réjouis la salsa. d'être l'homme dont on parle. Nous danser, nous Car j'ai danser parlé. les cha-cha-cha. Voilà. On va danser, on va chanter le C'est reggae. à l'arbre chargé de fruits que l'on jette des pierres. Viens bouger C'est parce que moi j'ai parlé que vous parlez de moi. Sinon, vous parlez souvent là. Est-ce que vous me voyez là-bas? C'est parce que vous ne parlez pas. Jehovah parlez pas. Jireh, yo. Vous ne voulez pas dire la vérité. Father, Vous avez peur de la vérité pour ne pas déplaire. puis la vie est une école. L'homme Vous avez est peur de un la vérité. Moi, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Même quand ça déplaît. Même mes propres amis. Je vois certains qui font des petits commentaires amers. Ça fait quoi? Ils aillent faire des directs sur leur page. Comme moi. Même mes amis là, qui sont pas très contents, très d'accord, je leur dis, allez faire des directs sur vos pages. Parlez pour vous qu'on voit. Arrêtez de vous cacher dans les petits commentaires. Enfin. Les Camerounaises, les Camerounais. Là. Chacun a Facebook ici, YouTube. Allez parler qu'on voit. Allez parler. On est en 2025. Est-ce qu'on va recommencer le même système? Ma réponse est non. On doit libérer le temps. Donc voilà les nouvelles que je voulais partager avec vous ce soir. La dernière est bien sûr une invitation à continuer de nous mobiliser pour soutenir les pays de l'Alliance des États du Sahel qui sont à l'avant-garde de notre processus émancipatoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Et je me prépare dans les prochains jours à aller au Burkina Faso et au Niger pour la dédicace de notre maître ouvrage, l'impérial terrorisme. Les préparatifs s'accélèrent. Nous serons bientôt à Ouagadougou et à Niamey. Incessamment à Ouagadougou et à Niamey, où, eh bien, pour nos amis, en très grand nombre, mobilisés et qui nous attendent, nous allons parler des grands enjeux de la paix et de la sécurité en Afrique aujourd'hui. Les préparatifs vont bon train, je tenais à vous donner ce détail, mais c'est pour donc le mois d'avril. Avril au Burkina Faso et au Niger, avec notre ouvrage phare, l'impérial terrorisme. Les choses s'accélèrent. C'est avec beaucoup de bonheur que je serai parmi vous. En attendant, samedi 22 mars, je vous donnerai le lieu au plus tard, le mercredi. Samedi 22 mars, à partir de 15 h, eh bien, nous tiendrons une double activité à Paris. D'une part, conférence dédicace de notre livre, l'impérial terrorisme, pour dénoncer la manipulation des groupes terroristes par les puissances impérialistes à travers notre maître ouvrage. Mais à cette occasion-là, le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, ce collectif présidé par maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, donnera une conférence de presse pour expliquer les tenants et les aboutissants d'une affaire phare qui sera jugée devant le tribunal de Paris entre la famille de M. Moustapha Banga, assassiné en septembre 2023 à l'ambassade de France au Niger, et l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, par ailleurs, avec l'État français, également objet d'une accusation de la famille Banga, défendue par les intrépides avocats de l'Afrique des Libertés. À cette occasion, nos avocats donneront le catéchisme judiciaire de cette affaire à l'opinion internationale. C'est une affaire fondamentale, car elle porte sur la lutte contre l'impunité des puissances étrangères en Afrique. À travers cette affaire, dans le tribunal français, va être portée, eh bien, une bataille pour faire reculer toutes les puissances étrangères qui ont encore des armées en Afrique, qui ont encore la force létale en Afrique et qui n'hésitent pas à donner facilement la mort au passage comme ça aux Africains sans conséquence. Nous voulons mettre fin à cette impunité. Et voilà pourquoi les avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés ont accepté de voler au secours de la famille de l'infortuné Moustapha Banga et avec l'implémentation de la République du Niger,
eh bien, c'est un procès hautement pédagogique. N'oubliez pas, c'est samedi 22 mars à 15 h à un endroit qui vous sera indiqué au plus tard après-demain. Ça se passe donc à Paris. À cette occasion, ceux d'entre vous qui avez déjà votre exemplaire de l'impérial terrorisme, notre livre, vous pourrez venir à ma rencontre pour que je vous en remplisse la dédicace. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pourrez vous procurer un exemplaire directement ou bien auprès de notre équipe mobilisée pour le succès de cette double activité. Conférence de presse du collectif de nos avocats sur l'affaire Banga et dédicace parisienne de notre livre L'impérial terrorisme. Je vous remercie. Merci à celles et ceux qui ont partagé cette émission malgré son caractère tardif. Nous avons eu des journées extrêmement chargées. Vous imaginez, quand vous ne me voyez pas devant ces écrans, c'est que je suis en train de produire. Je suis en train de produire sur d'autres supports, eh bien, les matières que le Tout-Puissant me permet de saisir dans mon cerveau. Beaucoup de chantiers sont en vous. Félicitations à celles et ceux qui ont déjà leur exemplaire de l'impérial terrorisme. C'est un livre à succès. C'est incontestable, mes chers amis. Plus de 10 000 exemplaires déjà. C'est formidable pour un livre. Oublie tes soucis, viens danser avec nous. On va danser, on va chanter la rumba. On va chanter, on va danser la salsa. Ah, Steven Ivoire vient de recevoir son livre. Mais tous ceux qui ont reçu leur livre, faites une photo avec votre livre et postez-la sur votre page Facebook ou YouTube avec un commentaire. Lisez ne serait-ce que la préface et l'introduction. La préface du ministre Bourema Kassai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali. Et l'introduction de votre serviteur peut vous mettre en appétit pour lire ce livre, qui est très agréablement reçu dans le monde entier. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer la version anglaise du livre. La traduction est en train d'être peaufinée. Parce que le livre est fortement demandé aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. Mais plusieurs lecteurs souhaiteraient avoir la version anglaise. Même quand ils sont d'origine francophone, ils sont beaucoup plus à l'aise désormais en anglais. Donc nous sommes en train de traduire. You will get it. Tout est possible. Merci infiniment d'avoir partagé ce livre. Vous étiez près de 4000 personnes en direct sur YouTube. Tout est possible. Plus de 1000 personnes sur Facebook. Et nous allons savoir combien vous étiez à cette heure tardive sur TikTok. Merci à celles et ceux qui partagent cette émission et surtout qui ont commandé leur exemplaire de notre dernière masterpiece. Merci. Voilà, vous étiez 15 000 personnes en direct sur TikTok. Quand on y ajoute les 5 000 autres, plus de 21 000 personnes en direct de cette émission qui se sera déroulée entre 22 h et maintenant 23 h 36 minutes. Merci infiniment. Merci de vous être mobilisés aussi spontanément à plus de 22 000 personnes. Merci infiniment. Portez-vous bien. L'homme est un